acteurs politiques et communicants pour évoquer, bien sûr, cette reconnaissance par la France de l'État de Palestine. Rappelons que Emmanuel Macron prendra la parole tout à l'heure à 21h, qu'il y a 9 autres pays qui en même temps reconnaissent cet État de Palestine qui n'a pas de chance, entre guillemets, d'aboutir puisqu'au Conseil de sécurité de l'ONU, l'Amérique de Donald Trump amendera en tout cas cette décision. D'ailleurs, nous avons une correspondance, en tout cas une prise de parole de la porte-parole de la Maison-Blanche qui dit Donald Trump pense que c'est une récompense pour le Hamas de reconnaître l'État de Palestine. Écoutez Benyamin Netanyahou, sachant que le président israélien Isaac Herzog estimait que les reconnaissances d'un État palestinien ne faisaient que renforcer les forces des ténèbres, le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou s'est montré lui catégorique. J'ai un message clair pour les dirigeants qui reconnaissent un État palestinien après le massacre atroce du 7 octobre. Vous offrez une récompense énorme au terrorisme. J'ai un autre message pour vous. Cela n'arrivera pas. Aucun État palestinien ne verra le jour à l'ouest du Jourdain. Voilà, alors que deux conditions étaient quand même dans la balance. La première, c'était l'éradication du Hamas. La deuxième, c'était la libération des presque 50 otages, 48 otages qui restaient. Ophélie Roch, pourquoi maintenant ? Oui, pourquoi maintenant ? C'est vrai qu'on a l'impression que Emmanuel Macron a voulu faire un petit peu un tour de force pour se remettre en avant, mais c'est vrai que là, le choix est très très malheureux, parce qu'en effet, le mois d'octobre, ne serait-ce que cette date-là était pas bonne du tout. Je veux dire, comment on peut donner à un État palestinien, on va dire, le droit d'exister le mois d'octobre, ça me semble un peu compliqué avec ce qui s'était passé. Parce qu'il y a aussi le 7 octobre, bien sûr. Voilà, c'est ça. Et puis parce qu'aujourd'hui, c'est Rosh Hashanah, le Nouvel An juif, qui ouvre toute une série de fêtes juives, de fêtes qui, à mon avis, toutes les semaines. De toute façon, risque d'être fort compromise, mais c'est un vrai souci parce que on a vraiment le sentiment que Emmanuel Macron en fait mise tout, c'est-à-dire en disant non mais moi mon axe pour la France ça serait plutôt une collaboration avec les pays arabes en général, et que c'est un choix peut-être un peu délibéré de sa part en effet de claquer un peu la porte à Israël. On a le sentiment qu'il ne voit plus vraiment, comme il ne parle pas non plus aux Juifs en France. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il parle assez peu à la communauté juive. C'est-à-dire alors correction, il leur a parlé mais il les a pas convaincus. C'est ça que vous voulez dire ? Il leur parle très peu. Il y a beaucoup de silence quand même. Hein. Il y a beaucoup de silence. Moi, j'ai le sentiment que de la part de ce président, il y a une volonté, en tout cas, très très claire, ne serait-ce que par son absence de prise de parole, parce qu'une absence de prise de parole, parfois, ça en dit beaucoup plus que simplement des mots, de se dire, bah moi, je me tourne du côté des pays arabes. Voilà, je pense que l'avenir de la France est plutôt situé dans ce bloc-là, et les pauvres concitoyens qui sont de confession juive, je les laisse de côté de manière un peu cynique, et parce que je pense tout simplement qu'il y a plus grand chose pour lui, je pense, de ce côté-là, oui. Je pense qu'il a rompu les ponts. Hein. Jean-Michel Salvatore. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'en fait, en dehors de la gauche et de l'extrême gauche, personne ne comprend. Personne ne comprend pourquoi il fait ça. 71% des Français à son compte. Et donc, moi, il me semble que, en fait, l'explication la plus plausible, c'est que Macron fait du Macron. Et quand on dit Macron fait du Macron, ça veut dire qu'en fait, c'est le fait du prince. Parce que, bon, bien sûr, la politique étrangère, c'est le domaine réservé depuis le général de Gaulle, on est tous d'accord là-dessus. Mais là, il prend une décision incroyablement lourde, incroyablement grave, et il la prend finalement... Mais elle est motivée, cette décision, Jean-Michel. Oui. C'est pas parce qu'il a décidé de faire comme ça par un caprice qu'il le fait. Il y a des décisions, il y a sans doute des intérêts à la fois politiques, économiques, qui motivent cette décision. Non, mais moi je pense que c'est d'abord un geste politique. C'est un geste qui vient sans doute de la situation à Gaza. On sait que traditionnellement, Emmanuel Macron était plutôt pro-israélien. Il a changé assez radicalement. Et ce que je trouve quand même assez curieux, si vous voulez, c'est que, en fait, moi, je trouve que ça ressemble un petit peu à la décision de la dissolution. C'est-à-dire que, je sais pas si vous vous souvenez, mais Mitterrand, il avait écrit un bouquin sur le général de Gaulle, qui était intitulé le coup d'État permanent. Bon, moi, j'ai l'impression que Macron, c'est plutôt le coup d'éclat permanent. C'est-à-dire que, moi, je reviens à ma thèse, le fait du prince.
le fait du prince. Donc il a besoin de briller. Voilà. Mais là, résumez, il y a beaucoup de gens qui disent, mais vous comprenez, c'est difficile de suivre quelqu'un comme ça qui a... certains ont parlé de narcissisme. Mais je pense qu'il n'attend pas qu'on le suive, en fait. Oui, mais enfin il décide seul. Bon, la France a une constitution très particulière, donc le président de la République est en charge de la politique étrangère, c'est le domaine réservé. Il a perdu les élections européennes, il a perdu les élections législatives après la dissolution, on n'a pas de gouvernement, on a un Premier ministre qui vient d'être nommé depuis une semaine, et il décide tout seul. Effectivement, vous disiez, Ophélie Roch, tout à l'heure, qu'il ne parlait pas suffisamment à la communauté juive. C'est vrai que beaucoup lui reprochent de ne pas avoir marché contre l'antisémitisme. Ce sont des choses sur lesquelles il s'est, d'après les informations qu'on a, notamment par le Figaro et Louis Ozelter qui a enquêté là-dessus, il y a eu deux choses. Il y a eu un dîner avec les intellectuels juifs le 11 septembre dernier, donc au lendemain de la journée de mobilisation en France. Et puis, il y a eu ensuite une réunion de travail avec Yonatan Arfi, le président du CRIF, avec Raïm Corsia, avec quelques autres. Écoutez ce que disait Yonatan Arfi, le président du CRIF, tout à l'heure sur Europe 1. Tout le monde veut la paix, mais je pense que ce que nous faisons en reconnaissant l'État palestinien maintenant, c'est précisément un obstacle à la paix parce que cela va renforcer le Hamas. Qu'on le veuille ou non, quelles que soient nos intentions, quelles que soient les intentions du président de la République ou de notre diplomatie, in fine, ça va être brandi comme un trophée, comme une victoire par le Hamas, qui évidemment criera que c'est les fruits du 7 octobre, que c'est au fond le résultat des attaques terroristes qu'il a menées. Je trouve que c'est une responsabilité lourde pour un pays comme la France de permettre au Hamas de crier victoire. Mais il y a eu vraiment deux façons de voir les choses. C'est-à-dire qu'il y a M. Arfi qui dit ça va renforcer le Hamas, et M. Macron, souvenez-vous, qui disait que ça va isoler le Hamas. Et d'ailleurs, parmi les intellectuels juifs qui sont d'accord avec lui, il y a Alain Finkielkraut qui a dit... C'est le seul qui a d'ailleurs, d'après les informations qu'on a, provoqué l'ire, la colère de Bernard-Henri Lévy qui était à ce même dîner, qui a dit mais on peut pas dire une chose pareille. Et d'ailleurs, dans le papier du Figaro, c'est très bien raconté. Et en fait, tous les convives du dîner du 11 septembre... On a l'impression que Louis Ozelter y était. Se regardaient et se disaient, mais à quoi joue le président ? À quoi joue-t-il ? Et ensuite, il y a eu cette lettre ouverte des artistes et des intellectuels. Et l'autre sentiment qu'ils ont eu aussi, c'est qu'ils avaient le sentiment que Macron était finalement assez embêté, mais que en fait, il ne pouvait plus reculer. Enfin, en tout cas, c'est le ressenti de ces intellectuels qui étaient là à ce dîner du 11 septembre. Et moi, je pense que c'est quand même une clé de lecture qui est la plus convaincante. C'est que finalement, il veut faire des coups. On le voit d'ailleurs sur l'Ukraine. On le voit aujourd'hui sur la Palestine. Il a toujours le sentiment qu'il a un coup d'avance sur tout le monde. Il a tendance à prendre un petit peu les gens pour des imbéciles. Et donc là, il a pris son risque, puisque ça c'est le terme consacré de la Macronie, il a pris son risque, et je pense que là c'est un risque qui est particulièrement mal calculé. Quel héritage il va laisser, Emmanuel Macron, quand on parlera de lui dans 50, dans 80 ans, effectivement c'est une façon de voir les choses. Frédéric Ancel, tout à l'heure, à 19h15 sur Europe 1, nous disait qu'il y avait une part d'émotion, et qu'il avait été ému par... les pogroms, les massacres absolument atroces du 7 octobre, et qu'après, souvenez-vous, il avait proposé cette force de coalition anti-Hamas. Et qu'après, changement de cap, il a été ému par ce qui se passe dans la bande de Gaza, et dans ce cas-là, effectivement, il s'est dit, tiens, il faut cette reconnaissance de la Palestine, c'est devenu la priorité d'Emmanuel Macron. Je pense qu'il a eu raison d'être ému dans les deux cas, parce que les deux cas sont abominables. Bien sûr, le massacre du 7 octobre est complètement abominable, mais là, je pense qu'il y a eu une telle, il y a eu des telles images quand même. Alors après, est-ce que, en effet, à un moment, les gens disaient oui, mais est-ce que c'est manipulé, pas manipulé ? Maintenant, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'en effet, les images qu'on voit de la bande de Gaza sont hélas pour beaucoup véridiques. Le souci, c'est pas qu'un président soit ému, parce que je veux dire, c'est un homme, c'est un humain, il a le droit de trouver ça détestable. Ce qui se passe avec juste titre. La raison, c'est plutôt, la question, c'est plutôt bon. Qu'est-ce qu'on a ? On a d'un côté le Hamas, qui est quand même une organisation terroriste. Ok. On a de l'autre côté les civils, qui souffrent en effet de cette situation. Mais son rôle de président, c'est de dire, bon, je suis ému, mais est-ce que si j'accorde maintenant mon soutien à la création d'un État palestinien, est-ce que finalement je vais aider cette population sur le long terme ? Et je pense que en fait, la solution,
C'est non. Parce que créer un État palestinien, finalement, qu'on n'a pas le sentiment qu'il y a ni de territoire clairement défini, ni de personnel politique stable, ça sera un échec de toute façon. Ça sera un échec.